Bonjour à tous et bienvenue dans Vue d'Europe, votre magazine qui vous est présenté par la délégation française du groupe Identité et Démocratie au Parlement européen. Et mes invités cette semaine sont Jean-Laurent Lacapelle. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs. J'ai à mes côtés également Virginie Joron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la délégation aux relations UE-Turquie. Et justement, la Turquie, cette semaine, elle est dans l'actualité, due notamment à la visite ratée des deux représentants de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne, et Charles Michel, qui est le président du Conseil des ministres. Donc, ils sont rendus en Turquie afin de rencontrer le président Erdogan. Certains ont appelé cet épisode le Sofagate. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait seulement une chaise et à ce jeu de chaise musicale, Ursula von der Leyen a perdu en restant debout. Donc, est-ce que cet épisode est revenu cette semaine en réunion de la délégation UE-Turquie ? Effectivement, en délégation la semaine dernière que nous avons eue avec cet eurodéputé vert était hallucinant puisqu'il nous a indiqué et sommé même de ne pas en parler. Donc l'affaire du Sofagate, comme vous l'avez évoqué, qui est quand même hallucinant puisqu'on a vu Ursula von der Leyen mise de côté. Donc il y a quand même des questions à se poser concernant cet épisode qui donne une image dramatique de l'Union européenne. Donc il nous a été demandé de ne pas évoquer ce scandale lors de la prochaine plénière. Voilà, donc voilà en délégation ce qui nous est imposé. Et à l'occasion de cette délégation, nous pouvons aussi, en tant que députés européens, poser des questions aux experts, puisqu'en fait c'est une délégation avec des experts. Et j'ai saisi cette occasion pour poser des questions très précises. Notamment, comme vous savez, à Strasbourg, nous avons un scandale concernant une demande de subvention de 2,5 millions d'euros pour la construction d'une mosquée par le Miligorus. Le Miligorus, qui est une association islamiste, bras religieux de l'AKP, donc le parti d'Erdogan, un parti qui quand même, alors ça c'est un document fourni par le centre de recherche de l'Union européenne, donc ce n'est pas rien, et cette citation est dingue parce qu'elle montre le problème de cette association. Je cite, le manifeste Miligorus considère que le marché commun est un projet sioniste et catholique pour l'assimilation et la désislamisation de la Turquie et met en garde contre l'approfondissement des relations entre la Turquie et l'Europe. Quand je pose des questions très précises sur ce sujet, personne ne bouge et ils répondent à côté. Donc, on se rend compte de cette posture qui est dingue de l'Union européenne et même des experts qui ne veulent pas parler de ces sujets qui posent problème. D'accord, donc on apprend par la même occasion que l'Union européenne, elle continue quand même à financer la Turquie. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est le gros problème parce que à ces questions de financement, on a appris à cette même occasion de cette délégation qu'il y a une continuité de versement de subventions à peu près 60 millions d'euros pour le projet Erasmus. Encore une fois, on verse de l'argent et notamment, enfin, il faut quand même se rappeler que depuis 2005, c'est presque 50 milliards d'euros qui est versé à la Turquie dans la procédure de préadhésion. Donc 50 millions, c'est milliards, pardon. Vous avez 50 dit. milliards, pardon, oui, parce que... C'est un montant considérable quand même, oui. Donc où va tout cet argent ? Écoutez, il y a une partie, 20 milliards d'argent frais et 30 milliards de prêts, donc je vais vous donner quelques exemples. C'est pour construire des usines, Ford, c'est pour construire des hôpitaux, c'est pour ouvrir des écoles, donc c'est scandaleux parce qu'on verse de l'argent là-bas et on ne s'occupe pas de ce qui se passe dans nos États. C'est pour étudier l'islamophobie, donc hallucinant, c'est ce rapport qui fait presque 900 pages, une 70 pages concernant la France, et on apprend, alors en plus, c'est quand même un rapport qui est basé sur des faits de la CCIF, qui est quand même qui est aujourd'hui interdite. Ça a été payé, 130 000 euros par la Commission, qui n'a pas regardé ce qu'il y avait dedans. On apprend dans ce rapport que sont désignés comme islamophobes Madame Badinter, Monsieur Fickenfrold, Monsieur Rioufol, où ils sont désignés islamophobes. Donc c'est dingue, parce que d'un côté on paye cela, et de l'autre on se rend compte que sont considérés, on met des croix sur des personnes, et avec ce qu'on a vécu en France, avec Samuel Paty, avec le Bataclan, moi j'ai envie de dire c'est plutôt un rapport sur la francophobie ou sur la gallophobie qu'on doit financer.
financer. Donc voilà où va l'argent. Je trouve ça scandaleux qu'aujourd'hui l'Union européenne finance ce type de rapport et c'est dangereux parce qu'en même temps, à toutes les mesures où on voudrait arrêter, stopper cet argent qui va vers la Turquie, on a encore déposé un amendement à la dernière commission concernant le rapport Farm to Fork et effectivement, aucun des députés européens a voté en faveur de cet amendement. On le voit bien, nous on demande la fin de cette procédure de préadhésion et aucun des députés européens va en ce sens, à part nous évidemment. Et donc, vos propositions, c'est quoi concrètement? Vous avez dit, vous avez évoqué un amendement. Un amendement pour limiter et sanctionner le marché avec eux, puisque c'est dans ce cadre-là de la commission marché intérieur, dans le rapport Farm to Fork, où effectivement il y a des alliances pour favoriser le commerce extérieur et intérieur avec la Turquie. Et donc, cet amendement a été rejeté. Autre sujet qui ne quitte plus l'actualité, c'est bien sûr la campagne de vaccination. Cela fait bientôt 4 mois que cette campagne a débuté. Aujourd'hui, 20% de la population européenne est vaccinée. Le commissaire européen Thierry Breton nous promet une vaccination de 70% des Européens d'ici le 14 juillet. Jean-Alain Lacapelle, est-ce que vous y croyez? Écoutez, j'aimerais y croire. Pour les Européens, j'aimerais y croire. Mais vous savez, cette crise finalement sanitaire aura révélé que l'Europe est incapable de protéger ses peuples. Et on l'a vu d'ailleurs à travers le triple fiasco. Le fiasco des masques, le fiasco des tests et le fiasco des vaccins. Aujourd'hui, quand les États-Unis ont vacciné près de 40% de leur peuple, quand les Anglais, dont je rappelle tout de même qu'ils se sont libérés des maillons de l'Union européenne, ont vacciné plus de 50% de leur peuple. L'Union européenne n'a à peine vacciné 20% de sa population. Et au sein de l'Union européenne, il y a un très mauvais élève, en plus, c'est la France, avec 18% de sa population. Tout ceci parce qu'ils ont décidé de dédier cette négociation de vaccins à des équipes qui n'ont pas le niveau pour le faire, qui ne sont pas professionnelles, qui sont incompétents et qui n'ont pas su construire des contrats commerciaux en bonne et due forme et qui ont plutôt formulé des intentions d'achat, qui n'ont pas défini des clauses de livraison claires et nettes, et notamment ce qui est le b.a.-ba d'un contrat commercial, c'est de définir des pénalités de retard, ce qui aurait pu, par exemple, nous protéger en cas de rupture. Ils n'ont pas su le faire, et c'est le drame de cette Union européenne qui confie finalement ce type de mission à des gens qui n'en ont pas les capacités, avec une clé d'entrée qui a été le prix. Toute l'obsession de l'Union européenne était de dire « nous allons acheter moins cher que les autres ». Mais comme nous sommes en guerre, ce n'est pas le prix qui doit être le vecteur de votre négociation ou le guide de votre négociation, mais ça doit être au contraire l'efficacité, la rapidité de livraison et certainement pas le prix. Nous avons été les bons dindons de la farce et aujourd'hui, bien, nous payons malheureusement les pots cassés de cette très mauvaise négociation. Et je mettrai un carton rouge supplémentaire pour la France qui, elle, au sein de cette Union européenne qui était mauvaise, a été encore plus mauvaise, notamment dans l'exécution opérationnelle. Quand les Allemands, le 27 décembre dernier, avaient mis en place 400 centres de vaccination et s'appuyaient sur son armée pour déployer les vaccins, nous, on n'a pas voulu le faire, estimant que les vaccinodromes, ce n'était pas le bon moment et que l'armée, ce n'était pas le bon vecteur. Eh bien, on s'est trompé, puisque depuis, nous sommes revenus en question. Mais cependant, le train est passé, en quelque sorte, et aujourd'hui, nous faisons partie des derniers pays en termes de vaccination. 7e pays au sein de l'Union européenne sur la première dose, 21e pays sur la deuxième dose. C'est scandaleux. Donc pour vous, en fait, si la France aujourd'hui est bien derrière le Royaume-Uni ou encore Israël, c'est de la faute de l'Union européenne, c'est bien ça? Et si, imaginons, vous êtes aujourd'hui aux manettes de l'UE, qu'est-ce que vous faites? Que proposez-vous concrètement? Aujourd'hui, l'Union européenne est en train de traverser et subit une pénurie des vaccins. Donc il y a deux manières de faire. Soit vous la subissez et vous la regardez passer, soit vous essayez de la dominer. Et donc, gouverner, c'est prévoir. Il faut donc aujourd'hui que nos commissaires européens se projettent dans la recherche de solutions. Quand M. Thierry Breton, commissaire européen, le 21 mars dernier sur TF1, déclarait que nous n'aurions besoin d'aucun autre vaccin, et certainement pas de Sputnik, parce que les capacités ou les commandes de l'Union européenne seraient suffisantes, il se trompait, il se mentait et il mentait aux Européens. Bien évidemment qu'il faut trouver des alternatives quand on est en pleine pénurie comme celle-là. Sputnik est une alternative. Ça n'est pas l'alternative, c'est une alternative. Il est dans le top 3 des vaccins dans le monde. 91,6% d'efficacité. Il n'a pas besoin du même mode de réfrigération. Donc c'est un vaccin qui est très pratique et très simple à utiliser. Mais Thierry Breton, ainsi que l'ensemble des commissaires européens, continuent à s'enfermer dans ce piège idéologique et à nous dire qu'ils n'en ont pas besoin, à nous parler de problèmes de production. On a
les capacités de production si l'on voulait, puisque Sputnik est une licence en quelque sorte. Les Italiens ont proposé des usines, les Allemands ont proposé des usines, les Hongrois produisent et ont acheté Sputnik. Pourquoi ne le ferions pas au niveau de l'Union européenne? Non, pour des raisons purement dogmatiques. C'est extrêmement grave parce que l'Europe de la santé qui nous avait vendu était là pour protéger l'ensemble des peuples européens. Eh bien, ils ne le font pas pour des raisons idéologiques. Et donc, autre question, à l'exemple de Marine Le Pen, vous avez souvent évoqué la fermeture de frontières pour protéger les Français en attendant les 70% de vaccinés. Du coup, en fait, si on écoute maintenant Emmanuel Macron, si on lui croit, en fait, on pense que les frontières sont fermées. Est-ce que c'est bien le cas? Oui, alors ça, c'est l'exercice de communication d'Emmanuel Macron. Marine Le Pen, en effet, vous avez raison, a été la première femme politique en janvier 2020 à préconiser la régulation des frontières et notamment la fermeture des vols, rappelez-vous, de pays dans lesquels le virus se propageait, notamment la Chine. Elle a été raillée. Emmanuel Macron, président de la République, disait que le virus n'avait ni passeport ni frontières. Monsieur Véran parlait de ragot concernant les déclarations de Marine Le Pen. Un an plus tard, ou 15 mois plus tard, il a fallu enfin que la France comprenne que Marine Le Pen avait donc raison et que la gestion des frontières, la régulation des frontières peut freiner bien évidemment et ralentir la propagation du virus. Il en a fallu 12 mois, que c'est triste, que de temps perdu. Nous avons, sous la pression donc des élus du Rassemblement national, nous avons mis la pression il y a quelques jours aussi pour que le gouvernement français décide de réguler les frontières en provenance du Brésil, car il y a un virus extrêmement dangereux, extrêmement contagieux, et nous avons demandé à ce que ce soit fait. Ça a été fait, mais je crois que nous sommes plus dans l'exercice de communication, puisque finalement, quand vous regardez le sujet de beaucoup plus près, un certain nombre de personnes peuvent encore entrer, un certain nombre de nos ressortissants peuvent encore entrer, et on leur demande uniquement, finalement, un engagement sur l'honneur. Si nous voulons protéger efficacement les Français, non seulement il faut suspendre les vols, et pour quelques ressortissants qui reviennent pour des motifs impérieux, il faut une période d'isolement obligatoire. Les Belges le font très bien, les Anglais le font très bien, les Français ne savent pas le faire. On n'a pas de dispositif efficace qui permette aujourd'hui de contrôler les gens et de les mettre à l'isolement en quarantaine, comme cela devrait être normal et légitime dans une crise sanitaire comme celle-là. Vous voyez, finalement, l'Union européenne nous aura démontré qu'elle n'était pas à la hauteur des objectifs et des ambitions qu'elle avait. Quand nous voyons nos voisins se déconfiner comme l'Espagne, quand nous voyons nos voisins territorialement ou partiellement se déconfiner comme la Suisse, comme l'Italie, bientôt comme l'Allemagne, eh bien la France, elle continue à être confinée, continue finalement à subir les mauvaises décisions de nos gouvernants et surtout ne présente aucun plan de sortie. Pas de visibilité, pas de plan de sortie malheureusement, ce qui devient épuisant maintenant pour l'ensemble des peuples européens et notamment les Français qui sont les premières victimes. Merci Jean-Léon Lacapelle, merci Virginie Joron, merci pour ce débat et bien sûr merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. À bientôt pour un nouveau rendez-vous au cœur du Parlement européen.